Ravie encore une fois, je réitère mes remerciements de m'avoir convié à cette session. Alors comme vous avez vu, tout le monde va parler à peu près de la même chose. Ça veut dire que tout le monde prend en charge le pied diabétique et que la prise en charge du pied diabétique doit absolument être complète, c'est-à-dire on prend en charge le malade et non pas le pied. Donc c'est le principe de la médecine en général. Mais je vais essayer dans mon topo de ne pas trop répéter ce qui a été dit, sauf pour insister sur certains points. Et je vais surtout essayer de passer des messages pratiques pour des médecins qui ne sont pas tous au CHU. Des choses qu'on peut faire, des messages, des conseils pratiques et une prise en charge adaptée, même si on n'est pas dans un CHU ou dans une unité de soins spécialisée. Donc le pied diabétique, comme vous l'avez vu, est une pathologie complexe avec des facteurs divers qui sont intriqués. On a parlé de la neuropathie, de l'insuffisance artérielle avec l'ischémie, des anomalies biomécaniques, la fréquence de la surinfection. Le résultat de tout ça va donner le mal perforant plantaire. Alors je rappelle qu'en dermatologie, les manifestations cutanées du diabète ne s'arrêtent pas au mal perforant plantaire. Il y a une panoplie de manifestations cutanées du diabète. Mais aujourd'hui, on ne parle que du mal perforant plantaire. Donc notre collègue a déjà parlé du coût direct, indirect, etc. Effectivement, le coût est énorme pour la sécurité sociale, pour la santé publique, pour le malade, pour sa famille, au vu des amputations et de toutes les complications. J'insiste sur une chose, on a parlé de la neuropathie, de l'artériopathie. Il faut dire que le mal perforant plantaire a un début neuropathique et non pas le contraire par rapport à d'autres mal perforants plantaires, par exemple de la syphilis ou d'autres maladies. Parce que le mal perforant plantaire peut se voir aussi dans d'autres pathologies, on va le voir. Donc je ne répète plus, elle a parlé des taux, donc je vais passer ça rapidement. Par contre, je reviens sur une étude que Dr Brali a citée, mais il a cité une étude de 1998, ce qu'on appelle l'étude Texas. Dans le même sens, dans cette étude aussi, publiée en 2012, et c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que la cicatrisation dépend de l'ischémie, de l'infection ou de la présence des deux. Et effectivement, plus on a d'ischémie, plus on a d'infection associée, plus le taux de décès est important et plus le taux d'imputation est important, aussi bien majeur que mineur. Donc c'est dans le même sens que ce qui a été présenté tout à l'heure, donc je passe ça rapidement. Alors, le mal perforant plantaire en dermatologie fait partie de ce qu'on appelle les acropathies ulcéromutilantes, c'est-à-dire une entité anatomo-clinique associant systématiquement la polyneuropathie, l'ulcération tégumentaire et éventuellement une destruction ostéo-articulaire. Donc, une étude qui a été refaite par la suite et on a trouvé exactement à peu près les mêmes résultats. Donc, sur les 20 cas de mal perforant plantaire, 35% étaient d'origine diabétique, mais il faut juste pour vous dire qu'il n'y a pas que le diabète qui peut être l'étiologie du mal perforant plantaire, mais il peut s'agir, alors qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Voilà. Donc 35% d'origine diabétique, mais on peut avoir l'hernie discale comme origine du mal perforant plantaire, les dysraphies spinales, les traumatismes avec malformation spinale, les polynévrites éthyliques, 6%, le tabès, c'est la syphilis tertiaire, 5%, et sans étiologie connue, 28%. Donc juste pour dire que tous les maux perforants plantaires ne sont pas d'origine diabétique. Donc je vais aller très vite. Le facteur initial étant la neuropathie. Le cofacteur majeur, c'est l'artériopathie. Le facteur aggravant est l'infection. Et les facteurs déclenchants, ce sont les hyperpressions mécaniques dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, je vais passer très, très rapidement. Les troubles de sensibilité sont le principal problème. Puis, comme elle a dit, professeur, notre ami endocrinologue, c'est le début des problèmes puisque le malade ne sent rien et que c'est là où il va faire des lésions qui passeraient inaperçues au départ. Et à terme, on peut avoir même des troubles moteurs et même des déformations du pied, ce qu'on appelle les pieds en chaise à bascule ou en tampon buvard, avec la création de zones d'appui pathologiques. Il y a aussi les troubles végétatifs, il faut en parler, comme l'hypersudation. Donc l'hypersudation est un facteur aggravant, est un facteur qui peut aussi faire aboutir plus rapidement à
un mal perforant plantaire. Donc, dans l'artériopathie, on a la macro et la microangiopathie, donc une hypoperfusion avec l'ischémie tissulaire, vous l'imaginez bien. Les infections, les germes les plus fréquemment retrouvés au niveau de la peau, on en a déjà parlé il y a un instant, mais j'insiste sur le Staphylococcus aureus, l'épidermidis, les anaérobies et les BGN, les bacilles gram négatifs. Pourquoi? Parce que dans le choix de l'antibiothérapie, il faut prendre ça en considération. Alors, les zones d'appui, il faut toujours faire attention aux malpositions des pieds, surtout quand il y a un pied pathologique. Et en fonction des déformations, le mal perforant plantaire va se situer dans des zones de prédilection. Donc, il faut faire attention aussi quand il y a des microtraumatismes répétés avec des chaussures serrées, des corps étrangers, les soins de pédicure mal adaptés ou mal réalisés. Et quand on a des pieds déformés, équins, calcaneus, varus, valgus, adductus, abductus, creux ou plat, il y aura systématiquement des zones d'appui qui seront le siège qui pourraient faire le lit ou le siège de mal perforant plantaire. Donc voilà un petit schéma récapitulatif. Et pour la dermatologie, j'insiste essentiellement sur le point de départ du mal perforant plantaire. C'est toujours ce qu'on appelle des corps ou des durions, msmarlkif blarbiya, qui, souvent négligé au début, c'est le point de départ du mal perforant plantaire. C'est là où il faut agir le plus rapidement possible. On peut avoir aussi des fissures ou des hyperkératoses, puis après il y aura une vésicule qui peut passer inaperçue, fissuration, infection, cratère et donc le mal perforant plantaire. Donc j'insiste sur les callosités, voilà le point de départ. Donc c'est là où il faut agir très vite. Il faut traiter chez les diabétiques énergiquement tout ce qui est petit durillon, corps, hyperkératose ou encore cette hyperkératose-là qui peut donner des fissures, donc des portes d'entrée et à partir de là, avoir les ulcérations qu'on vient de décrire et il s'agit d'un durillon percé par un trou tout simplement. Et bien sûr, plus le diamètre et plus la profondeur sont importantes, plus le risque d'infection, d'ostéite et de retard de cicatrisation est important. Alors les sièges, bien entendu, ça dépend du type de pied comme déjà cité, mais il y a des sièges de prédilection, première, deuxième, cinquième tête métatarsienne, la pulpe du premier orteil et des fois carrément ailleurs, vers le talon par exemple ou le bord externe. Un examen très simple, c'est l'extension en profondeur, on peut l'apprécier à l'aide d'un stylet, ça a été déjà dit, pour chercher le contact osseux ou pas. La pression a été déjà traitée, je n'insiste pas. Quand on examine un pied diabétique, et elle a tout à fait raison, il faut obligatoirement chercher les mycoses et essentiellement l'intertrigo-interorteil mycosique. Alors chez nous, les champignons les plus fréquents sont le Trichophyton rubrum au niveau du pied ou le Trichophyton mentagrophytes. N'hésitez pas, si vous avez un orteil ou un ongle plutôt touché par une onychomycose, de faire un prélèvement pour traiter correctement l'onychomycose et l'intertrigo-interorteil mycosique fait le lit de toutes les complications du pied diabétique. 85% des complications viennent de là. Donc je répète pour insister. Donc voilà quelques types. Donc on peut avoir des dépôts blanchâtres, on peut avoir des fissures, ce qu'on appelle nous des ragades, c'est-à-dire comme des ponts fibreux. Ça peut toucher comme ici tous les interespaces, les interorteils. Ici c'est une extension avec cette plaque circinée du dos du pied. Donc si on ne traite pas ça, bonjour les complications. Les onychomycoses, donc dès que vous avez une déformation, un changement d'aspect de la tablette, de la couleur ou n'importe quelle modification de l'ongle, faites un examen mycologique direct et culture pour traiter correctement l'onychomycose. Il faut savoir aussi que l'intertrigo peut être aussi bactérien comme chez ce patient. Donc il n'y a pas que les champignons, il y a aussi les bactéries qui peuvent donner ça. Et donc si on n'a pas de bons résultats en traitant une mycose, il faut revoir son diagnostic et peut-être aller vers un traitement antibiotique. Alors la définition de l'IPD, donc, elle en a déjà parlé, donc il y a une classification P10, c'est pour les grades qui peuvent aller de la simple infection, colonisation, comme elle a dit, jusqu'au sepsis, donc je passe rapidement, ça a été déjà dit. Et il faut aussi faire la différence pour la prise en charge de la cicatrisation entre un pied diabétique neuropathique, c'est-à-dire le début, et un pied diabétique artériopathique,
Le premier étant chaud, hyperpulsatile, avec des paresthésies, une diminution des réflexes et troubles trophiques. Et le pied artériopathique devient froid, pâle. On peut avoir une claudication intermittente, des diminutions des pouls, des troubles trophiques. L'ulcère est douloureux et au stade ultime, on a la nécrose que vous connaissez avec la perte de substance qui est de plus en plus importante. Et c'est très important de traiter à ce stade-là, donc au début, pour ne pas arriver au stade final de la nécrose et de l'ostéite. Je ne parlerai pas de la paraclinique, ça a été déjà détaillé pour l'exploration vasculaire tout à l'heure, et on a parlé de l'écouvillonnage et des prélèvements des tissus et des sécrétions pour éventuellement adapter l'antibiothérapie. Donc je passe très rapidement sur ça. Le bilan dégénératif du diabète, j'insiste, parce que là on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de la rétinopathie diabétique par exemple. Il n'y a pas d'ophtalmo parmi nous, mais il ne faut pas l'oublier dans le bilan dégénératif. Alors la classification de Wagner a été détaillée, la P10 j'en ai parlé, il y en a d'autres, aucune n'est reconnue de façon universelle, donc chaque école utilise celle qui la convienne, mais la P10 est la plus souvent utilisée. Et j'arrive au diagnostic différentiel en dermatologie parce que, comme j'ai dit, le mal perforant plantaire peut relever d'autres étiologies. Ça peut être des ulcérations tumorales, alors s'il vous plaît, attention au mélanome et au carcinome épidermoïde ulcéré, les durions plantaires au stade de début, les myrméties, alors la myrmétie, ce sont les verrues plantaires à papillomavirus. On appelle ça une myrmétie, des nécroses ischémiques, les escarres, les mycoses profondes, les pyodermites, ou encore des mal perforants non diabétiques, lors de neuropathie acquise, éthylique, syringomyélie, spina bifida et tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, ou encore des neuropathies héréditaires. Donc voilà quelques exemples. Vous voyez un spina bifida, regardez, ça, on peut prendre ça pour un mal perforant plantaire. Ici, c'est une maladie de Thévenard, une maladie neurologique héréditaire. Et ici, c'est la maladie de Tabès, donc c'est la syphilis tertiaire, avec l'anesthésie en gants et en chaussettes. Donc s'il vous plaît, faites un examen neurologique de la sensibilité systématiquement au niveau des pieds. Donc j'arrive au vif du sujet pour ne traiter que la partie qui me concerne, c'est-à-dire la cicatrisation cutanée du pied diabétique. Alors le but c'est quoi? C'est de cicatriser dans les meilleurs délais. Vous savez que la meilleure prévention des infections, c'est la cicatrisation la plus brève. Plus on cicatrise vite, moins on a d'infections. Éviter les complications que vous connaissez, prendre en charge tous les facteurs de risque et éduquer le patient, sinon ça ne sert à rien, tout ce qu'on fait. Alors le traitement systématique, je ne vais pas détailler la mise en décharge, ça va être traité tout à l'heure. Le traitement conservateur, c'est ce qui nous intéresse avec les traitements adjuvants. L'amputation est aussi l'affaire des traumatologues. Et bien entendu, le traitement étiologique, c'est l'affaire des endocrinologues, donc je ne vais pas parler de ça. Mise en décharge, je passe, on va en parler tout à l'heure. Tout ce que je peux dire, c'est que tout mal perforant plantaire non mis en décharge peut être considéré comme non traité, quel que soit le protocole que vous préconisez. Donc, je résume en disant ça. Alors, les soins locaux, il faut les faire dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, avec les moins d'effets secondaires possibles. C'est quoi les effets secondaires qu'on craint? Ce sont les allergies, avec tous les antiseptiques qu'on utilise à répétition, le coût le plus faible possible et avec le retentissement le plus faible sur la qualité de vie, c'est-à-dire la douleur et la fréquence des soins. Plus on induit une douleur, plus on altère la qualité de vie, donc on n'est pas très bon. Et bien entendu, il faut que le résultat soit durable. Mais avant de faire les soins, il est très important de connaître les facteurs influençant la cicatrisation. Et si vous ne prenez pas ces facteurs en considération, quoi que vous fassiez, vous allez avoir un retard ou une mauvaise cicatrisation. Alors ces facteurs sont de 3 niveaux, les facteurs liés à la plaie, les facteurs relatifs au patient, le terrain, et les facteurs relatifs aux soins, la qualité de la prise en charge, des pansements et des soins. Donc rapidement pour la plaie, on va prendre en considération l'étendue et la profondeur, sa localisation, parce qu'il y a des tissus plus mal vascularisés que d'autres, comme la région où il y a des tendons et des fascias. L'environnement de la plaie, les tissus nécrotiques doivent être enlevés. S'il y a un œdème important, il va altérer la qualité de la prolifération tissulaire. S'il y a une croûte, il faut aussi l'enlever pour améliorer la cicatrisation. L'hydratation de la plaie, alors il faut savoir que la cicatrisation ne se fait qu'en milieu humide. Si la plaie est sèche, il n'y aura pas de cicatrisation. Donc on va faire une cicatrisation en milieu humide. Bien sûr, la vascularisation de la plaie et le degré de contamination.
Sur le terrain, on va prendre en considération l'âge, bien entendu. Les personnes âgées vont cicatriser plus lentement et plus difficilement. Le diabète, bien entendu, le tabac, l'insuffisance veineuse et tous les autres. Les déficits nutritionnels, on en a déjà parlé, donc je passe très rapidement, mais il faut insister sur l'apport protéique. Quand on a une hypoprotéinémie, on leur donne un régime hyperprotéique pour nous aider à cicatriser. Et n'oubliez pas le fer, les anémies est un facteur ou sont un facteur de mauvaise cicatrisation. Donc il faut le savoir. On corrige une anémie pour induire une bonne cicatrisation et bien entendu, tout le reste est important, donc une alimentation équilibrée. Le stress, alors il est prouvé aujourd'hui que le stress est un cofacteur susceptible d'entraver la bonne cicatrisation. C'est prouvé scientifiquement. Pourquoi? Parce qu'il va stimuler le système sympathique avec libération de substances vasoconstrictives, donc qui vont encore retarder le processus de cicatrisation. Alors, les facteurs psychosociaux, la douleur, l'anxiété, la dépression, l'isolement social, plusieurs études ont prouvé leur impact sur le retard de cicatrisation. Donc, s'il vous plaît, accompagnez vos malades ou confiez-les carrément pour une prise en charge psychiatrique ou psychanalytique si besoin, parce que ça va certainement les aider. Et l'hypothèse scientifique, c'est la libération des cytokines inflammatoires en cas de facteurs psychosociaux ou anxiogènes. Alors les soins, il faut faire attention à l'iatrogénie. Alors comment on va utiliser des produits antiseptiques, des pansements, des antibiotiques, etc. Il va y avoir de l'iatrogénie, il faut absolument limiter les dégâts, comme par exemple éviter les allergènes et utiliser des antiseptiques sur vraiment des plaies infectées, suintantes, mais jamais sur des plaies propres. Une plaie propre, on la lave, on ne désinfecte point. Très important pour limiter la sensibilisation à ces produits-là. Donc les allergies peuvent se voir avec les antiseptiques, avec les dermocorticoïdes et avec le baume de Pérou. Le baume de Pérou est une substance très allergisante qui est contenue dans des crèmes hydratantes parce que souvent on va donner des émollients autour de la plaie pour les tissus périlésionnels, pour améliorer un petit peu la qualité de la plaie. Donc faites attention à ce que vous choisissez. Les anesthésiques locaux sont aussi accusés d'être des facteurs de mauvaise cicatrisation. Le problème, c'est comment gérer la douleur pendant le soin. En général, sur le plan pratique, on va leur donner du paracétamol 1 heure avant le soin, éventuellement mettre une crème anesthésiante type EMLA pour soulager un peu le patient et nous laisser faire les soins correctement. Donc les soins locaux, on en a rapidement parlé tout à l'heure, je vais insister sur le nettoyage au sérum physiologique ou à l'eau et au savon, pas autre chose. La détertion chirurgicale, donc c'est le curetage de toute la plaie, tous les tissus nécrotiques et de la fibrine. On peut aussi faire une détertion autolytique par les pansements, c'est ce qu'on appelle la détertion chimique, ou encore par une catalase, c'est une enzyme élase qui n'existe pas au Maroc, mais qu'on peut mettre sur la plaie et elle va nettoyer. Donc ça fait partie aussi des process. La place des antibiotiques, très important, on ne traite par antibiothérapie générale que quand on a une infection prouvée. Stop. Et il n'y a aucune place à l'antibiotique local. Soit on a besoin d'un antibiotique, c'est l'antibiotique par voie générale, sinon ce n'est pas la peine de donner des crèmes à base d'acide fusidique, etc. ou de mibupurocine. Donc voilà un petit peu pour ce qui est très important pour les antiseptiques et les antibiotiques. Prévenir les allergies, c'est choisir des produits les plus neutres possibles et ne pas trop mélanger les produits. Comme ça, même si on a une allergie, on a un produit de rechange. Voilà les substances les plus allergisantes. Tous les produits qui contiennent des odeurs, de bonnes odeurs, c'est ces fragrances mixtes, le baume de Pérou, la lanoline, les parabènes et d'autres. Donc je vous laisse. Et donc vous pouvez prendre cette plaque. Il y a les spécialités qui contiennent ces molécules-là et donc il ne faut pas les utiliser de manière très prolongée pour ne pas induire. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. C'est juste qu'ils peuvent induire une sensibilisation, c'est-à-dire des allergies, des eczémas de contact à terme qui vont compliquer la prise en charge. Alors, on peut aussi utiliser des crèmes cicatrisantes. Ce sont les cosmétiques de la cicatrisation dans les plaies débutantes. Alors, il y a plusieurs principes actifs qu'on peut utiliser, comme la vitamine A, le rétinol, l'oxyde de zinc, la lantoïne. Je vous ai cité quelques exemples que vous pouvez prendre. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation. Ce sont juste des exemples.
et ce n'est pas exhaustif. Alors, d'autres crèmes à base d'acide hyaluronique, de très bons résultats. Le calendula est connu aussi avec l'aloe vera pour ses vertus cicatrisantes. Donc, dans les petites lésions débutantes, ces crèmes cicatrisantes peuvent être très intéressantes. Et après, quand on a de vrais malperforants plantaires, là, il faut aller vers les pansements. Et un bon pansement doit être occlusif pour être imperméable, épais, déformable, solide et adhérent de manière prolongé et adapté à la taille et à la forme de la plaie. Et aujourd'hui, donc voilà, il faut qu'il fasse une sorte de coussinet pour amortir les chocs au niveau du pied. Aujourd'hui, vous trouvez toutes les formes sur le marché. On a plusieurs exemples. Je répète, je n'ai aucun conflit d'intérêt, mais je vous cite quelques exemples de crèmes ou de pansements qui existent. Par contre, ce qui est très important, c'est le choix du pansement. Dr Bqali tout à l'heure est passé rapidement sur ça. Donc, quand on a une plaie et quand on n'a pas le choix, on peut utiliser un hydrocolloïde sur quelle que soit la phase de cicatrisation, c'est les moins chers. Si on a le choix et si on est en phase de nécrose, on va utiliser un hydrogel, mais malheureusement ils existent au Maroc aujourd'hui, mais ils sont très chers. Quand on a un exsudat, on va plutôt préférer les alginates et les hydrofibres pour absorber l'exsudat et les mauvaises odeurs. Quand on a, par exemple, on a fait une détertion et on est en phase de bourgeonnement, on va choisir les hydrocellulaires. Donc, hydrocolloïdes, hydrocellulaires, alginates, hydrogel, ce sont les classes qui existent aujourd'hui des pansements et on va choisir spécifiquement le type de pansement en fonction de la plaie, son exsudat, sèche, humide, infectée, malodorante, etc. C'est ça le message à retenir. Et c'est très important. Quelques exemples, si vous voulez. Alors, ce qui est en rouge existe au Maroc, les autres n'existent pas. Malheureusement, ça coûte encore très, très cher chez nous, donc ce n'est pas à la portée de tous. Et même à l'hôpital, nous n'avons pas tout. Les hydrocellulaires, très intéressants. Les alginates, bon, on a quelques-uns. J'ai mis point de suspension parce qu'il y en a d'autres, hein, je n'ai pas tout cité. Et les hydrogels, comme le duoderme qui existe au Maroc par exemple, ou l'hydrogel de chez Urgo. Très très intéressant. Pourquoi? Parce que ce sont des pansements qu'on peut garder quand la plaie est propre 48 à 72 heures. Donc ça diminue la fréquence du soin, la douleur, et donc c'est un grand confort pour le patient. Alors, si la plaie est malodorante, on va utiliser les alginates ou encore tout ce qui est à base de charbon. Donc tout ce que là je vous ai dit. Alors quand on a un bourgeonnement excessif, une épithélialisation exagérée, jamais vous n'aurez une épithélialisation, jamais vous n'aurez une fermeture complète. Donc il faut pallier à ça, soit avec un crayon nitrate d'argent sur le bourgeon qui dépasse, soit par des dermocorticoïdes, pour aplanir le bourgeon et permettre la fermeture de l'épithélium superficiel. Donc ce sont des astuces pratiques qu'on donne pour un petit peu améliorer tout ça. La fréquence des pansements dépend du caractère de la plaie, donc on peut aller jusqu'à 3 jours pour les pansements modernes. L'antibiothérapie, j'en ai parlé, je passe. On va privilégier l'amoxicilline protégée pour couvrir les streptos et les staphylocoques essentiellement, mais si on a d'autres germes, on peut changer en fonction de l'écouvillonnage. L'ostéite, bien sûr, c'est l'hospitalisation et la décharge, on va en parler tout à l'heure. Les antifongiques, systématiquement, quand vous avez un intertrigo interorteil, 2 à 3 semaines de traitement local, ou plusieurs mois quand on a une onychomycose, bien entendu. Les perspectives d'avenir, on fait déjà les facteurs de croissance dans certains centres. On a le Dermagraft pour les substituts cutanés, on ne l'a pas encore au Maroc. Et puis actuellement, on utilise aussi le plasma frais congelé et les cellules souches. Et nous avons à Vicenne créé nous allons être un centre référent national en matière de cellules souches et cicatrisation, c'est en train de se faire. Donc l'amputation, je passe. La prise en charge globale, vous la connaissez. J'ai même cité l'oxygénothérapie hyperbare, ça va être détaillé. Et n'oublions pas le traitement préventif, éducation, information, surveillance, lutter contre les facteurs de risque. Et les gestes à bannir, ça, il faut répéter régulièrement aux malades. Ne pas marcher pieds nus, ne pas utiliser des instruments tranchants, des bains de pieds prolongés, ce n'est pas bon parce que ça fragilise la peau. Couper les ongles à vif est à bannir, donc il faut faire très attention en coupant ses ongles, mais il faut toujours
dire à vos patients de faire un auto-examen quotidien à l'aide d'un miroir, parce que souvent les personnes âgées sont un peu enraidies, elles ne peuvent pas, elles ne sont pas suffisamment souples, mais un examen face à un miroir, on met un miroir et on met son pied comme ça. Dans l'éducation, quand on fait les séances d'éducation, on leur montre comment regarder leurs pieds, c'est très très important, et conseiller les semelles orthopédiques. Donc voilà ce que j'avais à dire un petit peu pour la cicatrisation dans son vrai volet cutané et dermatologique. Donc prise en charge complexe, coûteuse comme vous le voyez, et on a absolument besoin d'être tous ensemble pour bien la prendre en charge. Et j'aime bien cette phrase qui dit « Treat the whole patient and not the hole in the patient ». On répète, traiter le malade dans son ensemble et non pas uniquement la plaie chez le malade. Et je vous remercie.